Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une bosse podcast. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que c'est la première fois que je reçois pour une deuxième fois un invité. Fait que je suis en compagnie de Pierre-Antoine Chaussé-Castonguay de l'Alchimiste, brasseur en chef chez l'Alchimiste. Salut PA! Salut, salut, ça va? Ça va bien, puis toi? Ben oui, ben oui. Yes, sir. Je suis bien content de t'avoir avec moi à l'émission aujourd'hui. J'étais comme un peu désespéré de trouver quelqu'un d'autre, ben, quelqu'un qui utilisait une autre manière de dry upper. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les dry up. Parce que dans le fond, tu as répondu à une petite annonce de ma part. Exact. Puis là, tu me disais que tu avais une autre manière que juste le dropper par le top. Fait que parle-moi-en donc un peu plus. C'est quoi ta méthode pour faire les dry up? Ouais, ben grosso modo, nous, c'est important d'avoir le petit background, je pense, pour comprendre comment on en arrive à utiliser une machine comme on a. Mais grosso modo, tu sais, nous, à Shop, on a quand même des gros fermenteurs. Là, tu sais, on fait du 8000 litres à peu près. Fait que on a on a quand même, fait, c'est des grosses batches, puis on a beaucoup de grosses IPA. Tu sais, on a le brand Vilain Brasseur qui brasse chez nous. Ouais. Puis il y a d'autres compagnies dans le temps. Là, tu sais, on avait Lux il y a un temps qui faisait beaucoup de grosses IPA. Puis on a Matera qui fait des grosses IPA aussi. Fait que, on avait tout le temps des grosses quantités de houblon à mettre. Par exemple, là, tu sais, des fois, c'est des 60 kilos, c'est Quand des même. 80 kilos de houblon à mettre. Puis, tu sais, c'est de monter les poches une par une. Puis nous, la façon que notre usine est faite, euh, le lift, on ne peut pas passer partout avec pour, mettons, monter avec une cage qui serait plus pratique. Ouais. Fait qu'il y a des endroits qu'on est obligé de monter avec une échelle. Puis quand c'est un fermenteur de 8000 litres, il est quand même haut. Fait que là, tu es avec l'échelle puis ton sac de houblon. Puis là, dépendamment de le houblon vient d'où, des fois, c'est des 20 kilos. C'est pas juste en poche de Ouais. 5 kilos. Ouais. Fait que déjà là, c'est un enjeu CNESST, là, c'est dangereux. Puis Ouais. comme je le disais, l'usine, il y a des fermenteurs qui datent un peu. Fait que j'ai des fermenteurs qui n'ont même pas de trou sur le top. OK. Fait que, fait que Ça le complique. seul trou qu'il y a sur le top, c'est le blow-off, dans le fond, Ouais, puis ouais. la valve de suppression. Fait que c'est un peu les deux seules options qu'on a pour mettre notre houblon dedans. Fait que c'est 1,5 pouces ou 2 pouces et demi. Ouais. Fait que tu as 60 kilos à monter dans l'échelle, puis à dropper dans 1,5 pouces, ça prenait 2-3 heures faire des dry-up. Puis OK. ça, on parle même pas du bout où tu te mets à avoir un geyser, puis tu as 8000 litres de liquide qui essaie de sortir par 1,5 pouces, Ouais. avec le gars qui est au bout de l'échelle avec son sac à moitié vide. C'était super dangereux. Ah Fait ouais. que, ouais, c'est ça. Fait que, c'était un gros enjeu pour nous, puis ça a été une des premières choses qu'on a faites un coup que je suis arrivé. On s'est dit, il faut qu'on trouve une autre manière de faire nos dry-up. Fait qu'on a cherché un peu, puis on a trouvé une machine, je sais, on pourrait appeler ça un cône à houblon ou un canon à houblon, ou, peu OK. importe. Mais grosso modo, c'est un genre de. Ça ressemble à un petit fermenteur conique de 200 litres, grosso modo, là, en OK. shape. Puis, comment ça fonctionne, c'est qu'on fait une recirculation de notre bière. Fait qu'on flush le fond, bien comme il faut, puis on fait une recirculation euh, du bas de la cuve vers le. Ben, ça dépend des cuves, là, mais soit du bras du racking arm ou du sampling port, dépendamment là, du setup. Mais là, OK. on va recirculer, puis ça va faire un vacuum dans le tuyau. OK. Fait que là, après ça, comment ça marche? C'est que dans le fond de la petite cuve que je parle, on a une valve qui est fermée. Fait que quand on va ouvrir la valve, ça va aspirer le houblon. OK. Étant donné qu'il y a un vacuum, ça va l'aspirer, puis ça va le shooter dans la bière. Puis là, ça va le brasser dans la bière, dans le fond. OK. Pour, fait que ça, non seulement, comme un bonus en plus, parce que non seulement on ne fait pas juste le mettre par le top, puis là, ça descend dans la bière, puis tout ça. Puis là, je sais que différentes brasseries ont différentes méthodes de, mettons, pousser du CO2 pour le remettre en suspension, puis tout ça. Mais Ouais. là, de cette façon-là, il est comme mélangé au complet dans la bière. Il a passé dans la pompe, puis tout. Fait que, il a OK. passé là. Puis, euh, dans le fond, un autre bonus qu'on a avec ça, c'est que le petit cône, c'est possible, lui, de le purger. On a 3 spots dessus qu'on peut le purger au CO2. Fait qu'un coup qu'on met nos houblons dedans, on enlève tout l'air qu'il y a dans le cône.
puis OK. on pousse au CO2 pendant qu'on l'envoie dedans. Comme ça, OK. on est sûr qu'il n'y a pas d'oxygène pantoute qui se ramasse là-dedans. OK. Euh, Là, évidemment, quand on fait des dry-up, on essaie le plus possible de prendre des sacs neufs là, qui n'ont pas déjà Ouais. été ouverts. Là. Euh, Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on fait ça. Fait que de cette façon-là, on s'évite les geysers, on s'évite le gars qui tombe en bas de l'échelle, on s'évite le 3 heures de montée du houblon. Fait que on sauve beaucoup de jus de bras. Évidemment, c'est un peu plus long dans le sens où il faut qu'on set up notre système, qu'on fasse un CIP dessus, etc., qu'on le purge de l'oxygène. Mais in the end, on sauve peut-être 1 heure avec la méthode d'avant, mais on sauve beaucoup de risques. Puis ça monopolise pas 2 brasseurs. Parce que quand il y en a un qui monte en haut, l'autre qui était là à tenir l'échelle, évidemment. Fait Ouais, ouais. on enlève du travail en hauteur, puis on enlève des risques. Puis il ne peut pas avoir de geyser de houblon, puis qui te revole d'en face pendant que tu fais ça. Ouais. Euh, Fait que de toutes les façons, c'est avantageux. Puis en bonus, on utilise cette machine-là quand on a besoin d'ajouter des fruits, quand on a besoin d'ajouter des fruits aromates, n'importe quoi qu'on peut mettre dans notre bière. Maintenant, nous, on le met comme ça. OK. Même, ça nous permet, mettons qu'on veut doser un arôme, ou mettons qu'on fait un seltzer ou qu'on veut mettre de la vanille dans une bière ou quelque chose, ben, on peut faire une recirculation puis ajouter un petit peu par petit peu l'arôme qu'on voudrait mettre dedans ou OK. whatever. Fait que c'est très pratique comme outil. Puis ça, c'est un truc qui n'est pas si dispendieux que ça. Il y a une couple de modèles, il y a une couple de compagnies qui en fait. Lui qu'on a, nous, il vient de CPE System. OK. C'est une compagnie des BC. Ça a coûté, je ne me souviens plus exactement, entre 10 et 15 000 $. Ça OK. venait avec une belle pompe puis tout le kit. Euh, Fait que ça a bien fonctionné pour nous. Il y a comme une courbe d'apprentissage au début qu'on commence à l'utiliser parce que ça arrive, si tu y vas trop vite, ça jamme dans un butterfly valve. OK. Euh, Puis là, un coup que ça jamme, le liquide, étant donné que justement on est en vacuum, lui, il essaie de remonter, fait qu'il remonte dans le cône. Puis un coup OK. que ton houblon il est mouillé, ça fait un bouchon, puis c'est fini. Là, après ça, il faut tout que tu le sortes à appel, puis que Mhm. tu le redroppes comme avant, dans le fond, là, OK. par le top. Mais au bout d'une couple de fois que ça nous a fait ça, nous, on a compris le truc, là, puis il n'y a pas de secret, là. C'est pas comme si j'essaie de cacher le secret du truc de ça, Ouais. mais c'est vraiment de l'expérience, puis de le filer, là, tu sais, quand est-ce que ça y va, quand est-ce que ça arrête, puis tout ça. Là. OK. Mais Sinon, dis-moi donc, une autre affaire qu'on a essayé, ouais. comment? Ben, Ouais, là, dans le fond, dans la cuve que tu parles, où est-ce que tu vas mettre le houblon, là, ouais. est-ce que tu fais rentrer du liquide dedans? Non, Ou, OK, il est complètement sec, là, dedans. Fait que c'est pour exact. ça. Nous, on OK. l'a saigné avec de l'alcool, dans le fond. Là. OK. Comme ça sèche rapidement, puis on peut mettre notre houblon là-dedans. OK. C'est OK. que du moment que tu as du liquide qui rentre, ça ne marche plus parce que ça bloque. Ouais, ben c'est ça, parce que je te dis ça. Parce que moi, dans le fond, j'étais à peu près dans la même situation que toi, là. Tu sais, faire des dry-up par le haut, en haut d'une échelle, là. C'est ça. Puis, mais c'est ça, j'avais essayé, tu sais, mettons, en tout cas, j'avais essayé avec un petit fût de 50 litres modifié, puis tout, mais la minute que tu rentres, comme tu dis, de la bière là-dedans, c'est l'enfer, Ça là. jamme. Ça jamme, puis il n'y a plus rien à faire, là, tu sais. Fait que, Ouais, ouais, c'est c'est ça. une belle solution, ça. OK. OK. Puis pour vrai, quand tu regardes ça, tu sais, oui, c'est un investissement parce que tu sais, tu te sauves 1 heure de travail pour 2 gars à peu près sur chaque dry-up. OK. Puis tu sais, tu te sauves des prestations de CNESST qui pourraient arriver si un accident arrive. Tu Ouais. enlèves Ouais. complètement tous tes risques d'accident en ayant cette chose-là. Fait que, tu sais, d'un point de vue CNESST, c'est un no-brainer, là, c'est sûr qu'on veut ça. Ceci dit, tu sais, ça dépend de la grosseur de la microbrasserie que tu as. Ouais. Pour du 10 000 litres, ça vaut la peine. C'est une petite brasserie, puis tu fais du 1000 litres, pas tant que ça. Là, tu peux Ouais. quasiment monter, tu peux quasiment le mettre sans monter dans une échelle dans le top de ton fermenteur. Là, fait que, Ouais. OK. ça dépend du scale, mais pour vrai, comme une place justement, comme Farnham, Alchimiste, probablement Dieu du ciel, des places un peu plus grosses comme ça vaut la peine. Chez justement Glutenberg, Hochlag, c'est ce genre de brasseries qui sont assez grosses pour Ouais. valoir ce genre de choses. Ceci dit, encore là, il y a plein de fermenteurs qui ont un manhole sur le top.
Puis là, c'est très pratique. Là, je veux dire, tu Ouais. fais un dry-up, tu le mets là. Tu n'enlèves pas le bout de geyser, mais si ta brasserie est bien buildée puis tu as pensé à ton affaire pour faire des dry-up, Ben, c'est ça. tant mieux. Si tu as une passerelle pour te rendre en haut, je veux dire, Et voilà. là, tu es correct, là, tu peux aller le faire, mais si tu es pogné en haut d'une échelle instable, là, puis tu es comme moi, puis tu ne traites pas bien rendu à 35 pieds de haut, là, C'est ça. ouais, c'est moins le fun. Là, ouais. Voilà, fait que c'est ça. Ça dépend juste, parce qu'il y a beaucoup de brasseries là, qui ne sont pas dans un building neuf Ouais. comme qui a été construit et pensé juste pour faire une brasserie. Souvent, c'est un vieux building de d'autres choses, là, fait que c'est pas toujours évident. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est comme la nouvelle usine de la Gabière. J'ai été la voir, là, puis c'est ça. Ils sont tous patentés des belles passerelles en haut, puis Ben, c'est ça. c'est des gars de brassage, fait que ils ont prévu le coup. Voilà. OK. Puis sinon, ben, comment, je veux juste revenir un peu la manière que c'est construit, là. Ouais. Ben, dans le fond, c'est un T que tu as en bas de cette cuve-là. Tu as comme la cuve où est-ce que tu vas mettre ton houblon. Là, tu as comme un T, j'imagine, par où le Ouais. liquide passe pour revenir. Puis là, C'est ça. C'est comme un T, mais c'est un T, mais le T, au lieu d'arriver en angle droit, il est courbe. OK. Comme ça, il y a pas, le houblon, il ne cogne pas dans le fond, il part direct. OK. Ouais, OK. Je comprends Fait ce que que c'est tu veux entre dire. un Y et un T, genre. Ouais. OK. Très intéressant. Ben, il va falloir que je regarde ça, moi. Parce que comme Exact. tu Puis là, dis, évidemment, nous, juste. sur notre setup, Ouais. on se met des thés un peu partout. Comme ça, on peut purger bien comme il faut. Puis s'il y a un problème, ça bloque, on est capable de repousser du CO2 ou quelque chose. Ceci OK. dit, ça, c'est l'autre affaire que j'ai pas. Ça a coupé, je pense, tantôt quand je disais ça, là, mais je parlais que ça bloque sur la butterfly valve. Ouais. Nous, une des façons qu'on a trouvé pour empêcher ça, ça a été justement de s'acheter des ball valves à la place OK. des butterfly valves. Fait que quand on OK. sait qu'on va faire un gros dry-up sur un fermenteur, quand on lave le fermenteur, on enlève les butterflies, on met des ball valves à la place, puis ça marche comme un champ. Ça. OK. Très cool. Ça coûte beaucoup plus cher, là. Ça coûte genre 3 fois le prix là, des ball valves, mais Ouais. si tu en achètes une coupe puis tu es capable de les réutiliser une fois de temps en temps. OK. As-tu déjà eu des problèmes d'oxydation ou tes procédés, ils ont toujours été, tes purges, ils ont tout le temps été assez bien placés pour ne pas avoir d'oxygène ou tu as déjà vu une augmentation d'oxygène dans la bière après? On a vu, le contraire d'une augmentation. Là, ça a beaucoup OK. descendu depuis qu'on a ça. Parce que de cette façon-là, on est capable de mesurer combien il y a d'oxygène. Fait que, quand on purge notre système avec les tuyaux et tout, on plug notre DO dessus, on est capable de voir s'il y a de l'oxygène. Fait qu'on attend qu'il n'y en ait plus, puis on y va par là. Puis après ça, pour le houblon, quand tu y penses, on met notre houblon dans le petit cône, on le purge, on attend un petit 2-3 minutes. Ça, il n'y a pas de port pour pouvoir mesurer ça. Ouais. Mais ça. Quand tu y penses, si tu le mets par le top, tu as de l'air qui rentre, puis là, on le purge au moins 2-3 minutes. Fait que dans tous les cas, il y en a beaucoup moins d'oxygène que quand tu le mets OK. par le top. Parce que OK. quand tu le mets par le top, dépendamment du temps que tu as été ouvert, le temps, Ouais. oui, tu es en fermentation, oui, il y a du CO2 qui sort, mais quand tu drops quelque chose, il y a quand même un mouvement de gaz qui va descendre. Ouais. Des fois, c'est très minime, mais c'est jamais quelque chose de stable. Puis depuis Ouais. qu'on a ça, pour vrai, nos shelf life de IPA, je me souviens, avant, quand on le faisait par le top, 3 mois, c'était le gros max. Même que des fois, il y en a que ça a fait 2-3 semaines seulement, puis OK. c'était plus bon déjà. Puis là, on est capable de faire 6 mois et plus sur nos IPA là, en ce moment, Ah ouais, juste à OK. cause de cette machine-là. OK. Ça a été un gros investissement qualité, ça. Là. OK. Fait qu'un gros investissement qualité, un gros investissement CNSST. Fait que dans le fond, on Ouais, est gagnant sur toutes les, sur tous les côtés, tu sais. ouais, une des meilleures affaires qui est arrivée dans la brasserie, je te dirais. OK, OK. Puis sinon, ben là, tu parles du shelf life, ça revient un peu à ce que je voulais te dire, mais tu sais, côté goût, as-tu vu une différence, toi, entre un dry-up par le top puis avec votre équipement? Pour vrai, j'avais pas pensé à ça quand on a acheté la machine. Fait que j'ai jamais fait de comparaison du même produit avec ça puis sans ça. OK. Mais j'ai l'impression
qu'on est capable d'extraire un peu mieux les. Tu sais, j'ai l'impression que ça aide les huiles à se mélanger. Là, je ne sais pas si. Probablement pas, mais c'est pas un genre d'émulsion ou quelque chose, mais j'ai l'impression là, que les huiles, ça se met mieux dedans. Là. Puis contrairement, c'est comme justement, là, il y a certaines brasseries, comme je disais, qui poussent avec du CO2 par le bas pour remettre le houblon en suspension à chaque jour ou pendant 3 jours, ou je sais pas. Ben, tu sais, ça l'a comme bien gros mélangé là-dedans. Puis pour vrai, la bière, après ça, est très. C'est une genre de bouette là, au complet. Là, parce que justement, on a mis beaucoup de houblon dedans. Là. Quand, mettons, là, je parle d'une NEIPA. Là. Ouais. Fait que tu sais, ça fait que la bière est bien bouetteuse, plein de houblon puis tout. Fait que c'est vraiment bien réparti dans la bière. J'ai l'impression qu'il y a un meilleur contact puis qu'on est peut-être capable. Mais ça, je n'ai pas de données pour dire ce que ça arrive ou que ça n'arrive pas, là, mais j'ai l'impression que oui. OK. Puis est-ce qu'un coup que tu as mis le houblon, là, tu vas continuer à recirculer pendant un certain temps après ou un coup que le houblon est rendu dans le tank, tu arrêtes la pompe puis c'est fini là? Ben, on le fait toujours rouler un petit 5 minutes de plus, juste pour être sûr qu'il ne reste plus de houblon dans le système. Après ça, avec du CO2, on va être capable de pousser tout ce qui reste dans les tuyaux pour le retourner dans le tank. Puis après ça, c'est fini. Mais on ne fait pas de recirculation expressément pour ça. Les seuls moments où on a fait des recirculations là, un peu plus longues pour ça, c'est mettons qu'on veut mettre du cacao ou des trucs comme ça. Là. C'est arrivé qu'on a fait des recirculations de 12 heures, mettons, là, avec le cacao qui recircule et tout ça. Là. OK. Très cool. Ben, en tout cas, moi, je vais le garder à l'esprit, cette méthode-là. Ça, c'est ça. Ouais, ben je t'enverrai le lien. C'est CPA System que ça s'appelle, la compagnie qui les fabrique. OK. Très intéressant. Sinon, je voulais te demander à quel moment, toi, tu vas faire tes dry-ups, justement. À quel moment de la fabrication, là, dans le fond, que tu vas faire le dry-up? Ben, ça va dépendre de la recette elle-même, là, mais grosso modo, il y a 2 moments, nous autres, qu'on fait la plupart des dry-up. Ben, on a un dry-up en début de fermentation, là, comme pour faire de la biotransformation et tout ça. Puis un dry-up en fin de fermentation. On a expérimenté avec pas mal d'affaires aussi, là, mais grosso modo, ceux en début de fermentation, avant, on les faisait pas mal tout le temps à 24 heures ou à 48 heures. Okay. Puis on a complètement arrêté ça. À la place, on les met directement dans la cuve avant même de mettre la bière. Fait qu'on on fait notre. Ouais, on a décidé de faire ça comme ça, tout simplement parce qu'en le faisant à 20. Parce que, tu sais, on parle de 24 heures puis 48 heures, mais en réalité, il faudrait plus se fier à la densité à laquelle la bière est rendue, plus que le temps de fermentation. Ouais. Et puis, on n'était jamais capable. Tu sais, des fois, ça arrive en plein milieu de la nuit, puis j'ai pas de gars qui est là, prêt à côté, en train de vouloir faire son dry-up. Fait que, on s'est dit que oui, on perd probablement plus d'arôme du houblon à le mettre au début, là, à 0 heure, dans le fond. Ouais. Mais on a une stabilité. Ouais. Puis souvent, tu sais, justement, quand tu as des bières qui ont un peu plus de volume, puis que tu vends à un plus grand public, tu as besoin de cette stabilité-là. Tu sais, le monde, ils comprennent que c'est une microbrasserie, mais ils aiment quand même ça. Tu sais, souvent, les plus grosses brasseries, justement, comme Farnham, comme Alchimiste, tu sais, tu as le buveur de bière plus commerciale qui, là, il va se dire, je vais prendre une caisse de 12 de celle-là pour essayer, tout ça, mais lui, il est habitué avec ses bières commerciales d'avoir quelque chose de très stable comme produit. Puis là, il faut essayer d'avoir cette stabilité-là le plus possible. Fait que nous, on s'est dit en le mettant à 0 heure, c'est pas optimal pour notre dry-up pendant la fermentation, mais c'est le moyen qu'on a d'être le plus stable possible et d'avoir le même résultat à chaque fois pour notre dry-up de biotransformation. Ensuite, pour notre autre dry-up, souvent, on va le mettre sur ça. C'est avec ça qu'on a un peu expérimenté aussi, là, mais normalement, on le mettait, on attendait que la fermentation termine. Fait qu'on atteignait notre densité finale. Après ça, souvent, on descendait. Là, encore là, ça dépend de ce qu'on faisait, mais on descend en général à genre 16 degrés. On met la bière là, on drop nos houblons dedans, puis après ça, on laisse là le temps qu'il faut, puis après ça, on cold crash. Même chose si on fait une lager qui a besoin de dry up, c'est un peu la même chose. On va faire notre diacetyl rest à genre 16 degrés, puis on va attendre que notre diacetyl rest finisse, on va faire notre dry up, puis après ça, on va cold crasher pour aller faire notre lagerisation. Okay. Mais sinon,
là, quelque chose qui est arrivé, tu sais, quand on fait des grosses IPA, puis tu dois être au courant de ça, il y a du up creep pas mal qui peut Ben, c'était arriver. ma Puis là, les prochaine canettes, question. Ouais. c'est ça. Les canettes, ils arrivent, ils explosent. Tu sais, en été, tu te mets à avoir des canicules au mois d'août, puis là, c'est pogné dans un entrepôt au troisième étage, qu'il fait genre 40 degrés, puis là, les cannes, ils se mettent à popper. Ouais. Euh, Fait que là, on a pas mal joué là-dessus, puis essayé de trouver c'est quoi le meilleur moyen pour essayer d'éviter le up creep. Puis on en est venu à la conclusion qu'on ne peut pas éviter le up creep. Le up creep va arriver no matter what. Ouais. Mais euh, ce qu'on peut faire pour empêcher un impact sur le produit fini, c'est qu'au lieu d'avoir le up creep qui arrive dans la canette, on se dit on va le provoquer dans la tank. Ben, c'est Fait ça. que Ouais. c'est ça. Fait que ce qu'on a fait, là, puis là, on n'a pas pris de décision officielle à ce sujet-là, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai commencé à faire mes dry-up euh, avant la fin de la fermentation. C'est comme un plateau avant la fin ou quelque chose comme ça. Ouais. Là on va faire notre dry-up, on va le faire là. On va faire une température un peu plus haute, là, mais comme ça va permettre que le up creep va arriver tout de suite, puis là, on va pouvoir canner, puis on n'a plus de canne qui va sauter. Ceci dit, j'aime un peu moins l'extraction des huiles qu'on a de cette façon-là, puis je trouve qu'on en perd un peu, mais on compense en mettant un petit peu plus, puis Ouais. Indienne, ça fait un produit qui n'explose pas. Je suis Mais rendu c'est chez le ça. détaillant. Mais, tu sais, je pense que c'est ça le plus important, tu sais. Oui, on veut le plus d'arômes, oui, on veut que ça goûte bon, mais au final, on veut des cannes qui n'explosent pas. C'est tout ce qu'on C'est veut, ça. tu sais. Fait que moi aussi, là, j'ai été confronté à ça, à ce problème-là de upgrade puis de cannes qui explosent. Puis, tu sais, ce que j'ai dit, ben, c'est qu'à Star, tu sais, on fait ça le troisième jour. Tu sais. Toutes les dry-up, tout le temps le troisième jour. Comme ça, tu n'auras jamais de surprise comme ça, de C'est canne ça. qui explose rendu dans l'entrepôt. Tu n'as pas le choix à un moment donné, là, il faut sacrifier de ça parce que il faut la stabilité. C'est ça le maître mot. Pour moi, là, c'est pas le goût qui est en premier, c'est la stabilité. Si tu es capable d'avoir la stabilité, tu peux tout faire. Tu sais. C'est ça, exact. Puis même, tu sais, nous, on avait des produits, v'là une couple d'années avant qu'on se mette à parler de Up Creep, les dry-up étaient à 0 degré. Là. Ouais, Fait que ouais. tu n'avais aucun Up Creep qui arrivait, puis tu n'avais pas une super bonne extraction non plus, mais aucun Up Creep. Fait qu'après ça, les canettes, ça se mettait à sauter. Ouais. Mais ça, c'est dans le temps que les brands étaient un peu plus petits, comme Vilain, là, je parle surtout. Là, Vilain Brasseur, c'était un peu plus petit, mais là, on commence à faire des grosses quantités. Fait que par le temps que ça parte chez Transbrou puis que ça se rende chez les détaillants, ben, Ouais, ouais. ça peut être un peu long. Puis chez Transbrou, c'est pas réfrigéré. Chez les détaillants, pas tout le temps non plus. Fait que c'est ça, il faut faire attention à ça. Puis c'est ça. Ouais. Puis Good. ça affecte le produit aussi. Là, ça fait que le produit est plus dry aussi. Puis c'est Ouais. pas à ça qu'on s'attend. Fait que on mâche un peu plus haut aussi, souvent, là, pour OK. certains, pour ces bières. Les bières que beaucoup de up creep, on a commencé à mâcher 1 ou 2 degrés plus haut qu'on faisait avant pour OK. pouvoir arriver à la même densité finale. Là, OK. Ouais, c'est ça, parce que ça aussi, c'est un problème que j'ai eu. Des fois, j'avais un upgrade, puis là, ça descendait, mais vraiment beaucoup, là, tu sais. pas Mais genre bon, 2 plateaux de plus. Là, ouais, c'est ça, c'est ça. Puis là, en tout cas, tu sais, il faut sortir la bière, tu sais, elle goûte bon, puis tout. C'est juste que là, tu n'es pas capable d'avoir une stabilité, justement. On en revient à ça, c'est la stabilité. Tu sais. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire qu'on a remarqué. Nous, comme je disais, on a plusieurs grosseurs de cuves. On a des cuves entre 1000 litres et 8000 litres, dans le fond. Ouais. Puis on a remarqué que plus notre cuve est grosse, plus il y a du up creep. Dans le OK. fond, plus notre dry up est. Mettons que tu fais. Puis ça, c'est vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand je faisais des tests sur du 20 litres et du 200 litres, pratiquement aucun up creep. Il n'y avait pas de up creep pantoute. Puis après ça, tu arrives, tu fais un 4000 ou un 8000. Ouais. Puis là, tu du up creep, tu descends 2 plateaux plus bas. Puis là, on était comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Fait que souvent, ça fait partie maintenant, quand on scale une recette, qu'il y a beaucoup de houblon, ben là, on va monter un peu notre température de mâche pour essayer d'aller chercher, OK. un peu plus de sucre non fermentable. OK. Sinon, toi, quand tu bâtis une recette, y a-tu des houblons que tu préfères utiliser que tu apprécies, mettons, pour un dry up?
Ben moi, pour vrai, j'ai pas, je suis pas un gars d'IPA pendant tout. Là. OK. J'en fais par la force des choses. Là. Puis même au début, je commençais à boire de la bière. Je buvais pas d'IPA pendant tout. Là. Je me suis mis à en boire parce que ça s'est rendu à la mode. Puis, tu sais, je n'ai brassé un peu au début de ma carrière de brasseur. Mm. Mais j'ai jamais trippé sur les IPA. Si je me partais une brasserie, je ne brasserais même pas une seule IPA, j'ai l'impression. Là. Si j'avais ma propre passe. Là. Ouais. Mais c'est ça, on en fait quand même parce que je veux dire, ça fait partie du paysage brassicole qu'on a maintenant. Ouais. Mais moi, pour vrai, j'adore les pills tchèques, les pills italiennes, tout ça, qui ont des beaux dry-up dedans. Mm. Fait que moi, je te dirais que les houblons, j'adore faire des dry-up. Puis pas juste pour ça, tu sais, une Kölsch avec un petit dry-up dedans, c'est le fun. Tu sais, du Saaz. Là, on Ouais. est rendu avec plein de beaux houblons allemands là, qui ont sorti, là, tu sais, du Alerto blanc, du Casbeck, du Sazlate, ce genre de houblons-là, je les trouve vraiment intéressants. Tu sais, les houblons nobles, ça me fait triper. Puis là, ils ont commencé à tweaker ces houblons nobles-là pour les amener à la coche d'après pour pouvoir faire des dry-up. Ouais. C'est super cool. Sinon, en termes de IPA en tant que tel, Centennial, je te dirais, c'est mon. Je ne OK. passe jamais à côté de ce houblon-là. C'est probablement dans ceux que j'ai le plus dans mes contrats de houblon, c'est du Centennial. Là. J'en mets toujours un petit peu. OK. Cool. Puis, en regard, ben, en parlant de quantité, là, dans le fond, toi, c'est quoi les ratios que tu te bases d'habitude pour la quantité de houblon? Ben, ça va C'est sûr que dépendre ça va de. dépendre de la recette, là, mais C'est ça, ça dépend de la recette. Là. ouais. Je le dis souvent, ça. Non, non. Non, non, Mais non, non, mais c'est tout à fait vrai. Mais mettons, là, tu vas brasser une NEIPA, là, justement, là, tu vas te retrouver dans quel ratio à peu près là, pour le houblon? ben, je descends jamais en bas de 10 grammes par litre pour une NIPA OK. en cold side. Là. Mhm. Euh, mais sinon, même dans tu sais, dans des, comme je parlais là, de pills qui ont des dry-up ou des lagers qui ont des dry-up, tu sais, c'est quand même intéressant là, avec des houblons assez cool là, tu sais, de monter à 4-5 grammes par litre, mais c'est pas mal le maximum avant que ça soit too much. Ou OK. même comme là, on a commencé à sortir dans le fond, je ne sais pas si j'avais dit la dernière fois que j'étais ici, là, mais on a un deuxième bâtiment, puis on a fait un gros chai dedans. Ouais, ouais. Fait que là, on a comme une centaine de barriques là-dedans, puis on a commencé à sortir un peu de produits barriqués. On fait des assemblages avec différentes bières, puis on a fait des dry-up là-dedans. Fait que je trouve que dans des produits vieillis un peu, ou le Castor en font des super bonnes, des saisons avec un petit dry-up, des saisons qui ont Ouais. vieilli. Fait que, là encore là, c'est juste de bien balancer. Jamais bien plus que 4 grammes, 5 grammes par litre. Fait que, OK. pour vrai, moi, à part d'un IPA, d'un gros IPA, 5 grammes par litre, c'est pas mal mon top à OK. mon goût à moi. Là. OK. Mais des IPA, je suis monté jusqu'à. J'ai déjà fait du 20 grammes par litre. Là. Encore là, Ouais. c'est très, très, très. C'est très green. Là. Ça prend du temps avant que la bière elle se place et que ça aille de l'allure. Ouais. Sinon, d'autres, il faut faire bien attention quand on fait des dry-up comme ça ou si on fait une bière avec des fruits puis on met des dry-up, faire attention aux pectines Mhm. parce que ça fixe les huiles de houblon puis ça devient green puis ça finit jamais d'être green. Là. OK. Sinon, une IPA juste avec du houblon, ça finit par se calmer et à se placer. Mais si tu mets des fruits comme de l'argousier, des mangues, des pêches ou des choses comme ça, ben là, ça finit par. On dirait que ça reste gelé là puis ça débarque jamais. Il faut faire bien attention dans l'ordre dans lequel tu mets tes fruits et ton houblon. Là. OK. Ben, qu'est-ce que tu recommandes de faire le dry-up en premier, mettons? Non, 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 mettre les fruits en premier, puis Mettre les ensuite fruits en premier, faire OK. le dry. OK. Ouais. OK. Comme ça fermente, les pectines ont le temps de tomber, puis là, tu fais ton dry-up. Parce que si mettons que il y a une fois qu'on a fait ça, puis on s'est fait prendre, mais tu sais, on a fait un dry-up en début de fermentation, on a ajouté nos fruits, on a fait un autre dry-up. C'était OK. super, green, mais après ça, on a refait la bière, on a enlevé le dry-up en début de fermentation, on a juste mis nos fruits, puis on a fait un plus gros dry-up à la fin. On a eu un OK. meilleur résultat. OK. Euh, dans le sens où c'était pas green, dans le fond. Puis en plus, on a eu Ouais. besoin de mettre moins de houblon, là, une OK. IPN. Là. OK. Fait que, c'est ça. Good. Est-ce que tu crois en ça, le double dry-up? Parle-moi donc de ça. Je veux ton opinion là-dessus. Ben, le double dry-up,
Ben, en début de fermentation et en fin de fermentation, certainement. Là, tu ne vas pas chercher les mêmes choses. Là. Puis OK. ça, je veux dire, il y a des données pour ça. Ce n'est pas une question de croyance. Là, c'est des... it's a fact. Là. Mais pour les doubles, les triples dry up de la fin de fermentation puis tout ça, euh, j'ai personnellement pas assez expérimenté avec ça ou j'ai pas assez de données empiriques pour pouvoir dire oui ou non. Mais je pense qu'il y a une limite. Si tu fais. Parce que quand tu mets ton houblon, ça dépend de ton système. Si tu es capable de mettre ton houblon, de faire ton dry up d'une couple de jours, que ça drop tout dans le fond, que tu es capable de l'enlever, puis tu es capable d'en refaire un autre, il y a quelque chose d'autre à aller là. Mais il y a une limite à ce que ta bière est capable de prendre. Puis ça a beaucoup rapport aussi, d'après moi, avec ton niveau d'alcool, tout ça. Je pense que rendu là, tu as un meilleur résultat à ajouter des huiles de houblon directement que de carrément faire un autre dry-up. Ça va sûrement te revenir vraiment moins cher, puis c'est pas mal moins de trouble aussi. Mm. Mais il y a différentes variables, comme justement. Plus ta bière va être forte en alcool, plus tu peux shooter de houblon dedans, plus il va être capable d'extraire du stock. C'est pour ça que souvent, c'est les doubles IPA et les triples IPA qu'on entend plus parler qui ont Ouais. plus de dry-up. C'est rare que tu as une session IPA qui a eu 4 dry-up dedans. Là, ça ne sert à rien. Ça. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, c'est parce que je te pose la question, parce que on dirait que c'est comme devenu un style à part entière, DDH. Mais, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression des fois on essaie de nous enfoncer ça dans la gorge en disant, ça va être plus goûteux, mais au final, comme tu as dit, c'est juste que tu vas chercher différentes arômes, peut-être, là, si tu le fais en début puis en fin de fermentation, dans le fond. C'est plus Oui, mais ça. tu vas chercher un peu. Mettons que tu mets le même. Mettons qu'on fait une smash avec juste du Citra, par exemple, ou du Cascade, peu importe, là, avec juste une sorte de houblon, puis tu le mets en début de fermentation, puis en fin de fermentation. C'est le seul. C'est quand même intéressant parce que tu ne vas pas aller chercher pas en toutes les mêmes arômes. Surtout, ça dépend de ton choix de levure. Il faut que tu aies un levure qui soit capable de faire de la biotransformation. Mais tu es capable d'aller chercher quelque chose de complètement différent. En début de fermentation, souvent, tu vas aller chercher, ça va être super fruité, tu vas chercher plus d'ester, puis à la fin, c'est là que tu vas chercher un peu le côté un peu plus floral, puis tout ça, du houblon. Fait que, tu vas aller chercher un gros spectre, puis avec le même houblon, tu vas être capable d'aller chercher différentes saveurs que tu ne serais pas allé chercher avant. Fait que, dans l'optique où il y a un 24 heures, puis il y a début de fermentation, puis fin de fermentation, ça se vaut totalement. Mais de faire 2 dry-up en fin de fermentation ou 3 dry-up en fin de fermentation, j'y crois un peu moins. Ceci dit, j'ai déjà vu des recettes, puis on en a déjà fait, que tu avais un début de fermentation, milieu de fermentation, puis fin de fermentation. Ouais. Mais là, ton choix de levure est super important dans ces moments-là. Ta quantité de houblon que tu vas mettre à chaque fois aussi, c'est super important. Puis là, encore là, je n'embarquerai pas peut-être dans ce sujet-là, mais tu as toute l'histoire du haze et tout ça qui rentre Ouais. là-dedans. Puis il y a bien des croyances aussi au niveau de quand tu fais ton dry-up, puis comment ton haze va tenir dans ta bière, puis tout ça. Là. Mais là, encore là, c'est Ouais. une autre science. Fait que double dry up en tant que procédé, oui, mais en tant qu'outil marketing, peut-être un peu moins. Au Oui, final. ben, en tant qu'outil, tu sais, ça vend. Moi, je me dis, Ouais, si ça vend, pourquoi ne pas le mettre là? ouais, ouais. Il y a été un temps où mettre des montagnes bleues sur une canne, dire qu'il était frais, ça vendait. Go. T'sais. Ah, cool. Ben, c'était bien intéressant. Hey, merci beaucoup. J'ai fini avec mes questions. Puis Ça sinon, fait plaisir. parle-moi donc un peu qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres chez l'Alchimiste. Là, c'est ça, j'ai vu tes releases là, de barriquets. Là. T'en as-tu d'autres encore qui s'en viennent? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Ouais, ben c'est ça. Là. Fait que là, dans le fond, comme je disais, on a un gros crochet. Ben, on a un bâtiment. On n'a pas fini de tout construire au complet. Là-dedans, on a à peu près une centaine de barils. On a les Matera à 2 foot chez nous pour OK. mettre là. On a une coupe de barils à Matera aussi. Puis là, je dis on a un chai, mais en réalité, on a 2 chais. On a un autre OK. building avec notre chai wild, du sauvage avec des bérettes et compagnie. Puis on a des barils, on a une trentaine, quarantaine de barils OK. dans la brasserie principale, où là, c'est nos bières fût de Bourbon et compagnie
qui sont là. Mais c'est ça, ce qui s'en vient, on a les nouveaux releases d'été, évidemment, là, ça va sortir une coupe de IPA, des bières aux fruits, des choses comme ça pour l'été, mais avec Marion, qui est dans le fond le nouveau brand qu'on appelle nos bières barriquées. Ça s'appelle comme ça parce on est sur la rue Marion, tout simplement. Puis, ben là, dans le fond, on a une nouvelle série qu'on va faire qu'on fait en collaboration avec la tonnellerie Jolibois. C'est Mathieu Jolibois. Lui, il fait d'après moi, ça doit être un des seuls au Québec qui fait des barils de A à Z. Là, il part du chêne puis il fait un baril. Fait que là, on sort, c'est intéressant, c'est une série avec Marion on prend notre lager d'Alchimiste. C'est notre blonde, c'est une Pilsner allemande, puis on la met dans ces barils neufs-là. Parce que ouais, on s'est dit, go, on essaye ça. Puis pour vrai, on a déjà embouteillé la première batch de ça. Elle n'est pas sortie encore, mais ça a pris 3 semaines. Puis c'était assez. Là, des barils neufs, ça donne beaucoup de goût, mais il nous a fait une chauffe comme on voulait dedans. Tout ça, le gars, il est quand même sharp. Puis on a fait ça. Là, on a déjà mis une deuxième batch qu'on devrait embouteiller, d'après moi, d'ici 2-3 semaines parce que ça va vraiment vite. Puis avec le temps, on va. Ça, mais ça va être intéressant comme série parce que ça va être la même bière, les mêmes barils. Puis on va pouvoir voir l'évolution du baril d'une bière à l'autre, dans le fond. Ouais, très intéressant. Il m'en faut absolument. Il m'en faut. Je te donne mon adresse. Tonnellerie Jolibois. Shoot out. Tu m'en envoies. Je te donne mon adresse, tu m'en envoies, OK? Certain, on fera ça. Yes, sir. Ben, merci encore infiniment. Je suis très content de t'avoir eu une deuxième fois. Plaisir. C'était ça à coche. Puis je te souhaite que le meilleur. Fait vous aussi. Merci aux auditeurs d'avoir été là, puis je vous dis à un prochain épisode. Cheers!